Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'une entreprise. Donc, cette fois-ci, dans un secteur qu'on a déjà un petit peu exploré. Donc là, ici, il s'agit du secteur du textile. Moi, je dis un petit peu exploré avec la précédente analyse sur Deckers Outdoor, même si on n'est pas vraiment sur du textile. On est toutefois sur quelque chose d'un petit peu plus original que le secteur des semi-conducteurs, que j'ai déjà quand même pas mal balayé avec les deux précédentes vidéos. Donc dans cette vidéo, on va analyser la société Lululemon ou Lululemon Athletica. Alors la vidéo va se présenter de la sorte. On va d'abord faire une présentation de la société, ce qu'elle fabrique et comment est-ce qu'elle génère du cash, comme d'habitude. On va faire une revue complète des fondamentaux, qui est la partie en général que vous attendez le plus. On va revoir, on va passer en revue les concurrents, on va balayer le rapport annuel, on fera une revue des risques pour l'entreprise et pour l'investisseur, et on y remettra bien évidemment en face le contexte économique, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 8 juillet 2025. Il y a encore en ce moment même les négociations qui se tiennent vis-à-vis des droits de douane. Donc les négociations sont encore tenues par Donald Trump avec les différents pays. Est-ce qu'il faut acheter ou pas cette société et à quel prix? Ça va être un petit peu compliqué de se prononcer là tout de suite avec les négociations en cours. Donc Lululemon est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, la distribution, la vente de vêtements de sport sous la marque Lululemon. Donc la marque est historiquement ancrée dans l'univers du yoga, mais s'étend également vers d'autres disciplines comme le golf, l'entraînement en salle, la course à pied. Elle commence à commercialiser des chaussures, on va dire qu'elle s'y essaye. Ça reste toutefois très peu répandu. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'elle a commencé à commercialiser ses chaussures d'abord aux États-Unis, et je crois qu'elle commence à s'étendre un petit peu à l'étranger vis-à-vis de la commercialisation de certains de ses produits. La société est aujourd'hui présente dans 25 pays, et elle se distingue par une très forte innovation textile et un très bon marketing communautaire. On y reviendra un petit peu plus tard, c'est d'ailleurs un de ses points forts. Elle a un positionnement très premium en comparaison de ses principaux concurrents. Et ses produits les plus vendus sont donc les pantalons de yoga, les yoga pants, les shorts et les tops, donc les hauts pour faire de l'exercice. Donc c'est une marque qui est très fortement implantée aux US et au Canada, mais elle commence grandement à s'étendre à l'étranger, notamment en Chine et aussi dans le reste du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime que c'est potentiellement une entreprise à laquelle on pourrait s'intéresser, ou du moins sur laquelle il faudrait commencer à garder un œil. On passe tout de suite à l'analyse des fondamentaux. Encore une fois, et c'est toujours bon de se le rappeler pour les ordres de grandeur, on est sur une entreprise qui a une capitalisation d'environ 28 milliards de dollars, à comparer aux environ de mémoire 15 milliards de dollars pour la société Deckers Outdoor qu'on avait analysée précédemment. Vous pouvez voir que le cours sur les 5 dernières années est absolument chaotique. Il faut avoir un petit peu de courage ici pour prendre position sur cette société. C'est pour ça qu'il faut absolument passer par l'analyse des fondamentaux. Quand on regarde l'évolution du PER de la société, on comprend tout de suite pourquoi le cours a été aussi anarchique. C'est-à-dire que la société s'est négociée à des prix complètement exorbitants. Donc il y a eu des surévaluations alors que la société était quand même en train de générer du profit. Il y a eu une très grosse hype à la suite du Covid. Donc là où tous les secteurs du textile et vente de vêtements ont réexplosé. Donc il y a eu un très fort essor du secteur. Ça a un petit peu trop enjaillé les différents investisseurs, ce qui a conduit à une surévaluation du titre. Et qui dit surévaluation dit une réaction beaucoup plus émotive et brutale aux différents événements. En l'occurrence, on va détailler quelques événements qui sont survenus, des événements qui sont un petit peu, on va dire, liés à une mauvaise gestion d'entreprise. C'est un petit peu brutal dit comme ça, mais on va dire à des erreurs qui ont été commises par le management. Et donc aujourd'hui, la société est positionnée à un PER extrêmement bas, donc le plus bas depuis ces 10 dernières années, en tout cas c'est sur tout l'historique que j'ai, un PER qui avoisine les 15,7, alors que la société s'est négociée par le passé autour des PER avoisinant les 30 à 70. On a une croissance du bénéfice par action de 685%, ce qui correspond à peu près à une croissance annualisée de 23% par an. Ce qui est vraiment excellent, quand on sait que l'entreprise se négocie à des prix aussi élevés. Il faut prendre en compte que le bénéfice par action a toutefois drastiquement explosé, alors que l'entreprise n'a pu que racheter que très modestement ses actions. Donc c'est vraiment synonyme que son chiffre d'affaires a vraiment battu tous les records au niveau de la croissance. On en vient donc à la croissance de son chiffre d'affaires, qui est pour moi vraiment le point fort, vraiment, c'est ce qui sort vraiment des fondamentaux ici. Donc un chiffre d'affaires, une croissance qui est vraiment absolument exceptionnelle pour le secteur. Je vous rappelle qu'on est dans le secteur du textile ici. Donc la marque a eu une croissance de son chiffre d'affaires de 450%, même 460% sur 10 ans,
ce qui correspond à une croissance de 19% par an. On peut voir ici que le cash flow est relativement constant. Ici, il y a une petite chute, on verra pourquoi juste après. Et on observe également que les rachats d'actions sont irréguliers, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas en vouloir à une entreprise de ne pas avoir un plan de rachat d'actions constant quand on voit que le cours fluctue autant et que l'entreprise est très souvent surévaluée. Là, ici, en l'occurrence, ce que je vous propose, c'est de superposer la courbe des rachats d'actions avec la courbe du PER pour voir si effectivement l'entreprise est capable de profiter de bas prix au niveau de son cours d'action pour effectuer des rachats massifs. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, voilà, c'est très clairement ce qu'on voit. Là, vous avez en jaune la courbe des rachats d'actions et en bleu la courbe du PER. Donc là, quand le PER est extrêmement élevé, vous voyez que la courbe des rachats d'actions ici, on est vraiment sur des seuils extrêmement bas. Donc la société rachète très peu ses actions quand le cours de son action est très élevé. Là, vous voyez que le PER chute, donc l'entreprise en profite pour racheter ses actions. C'est rarement le meilleur timing parce que c'est tout simplement impossible de racheter au cours le plus bas. Il faudra être devin pour ça et personne n'y arrive, même pas Warren Buffett. Et quand le PER réaugmente, donc quand le cours réaugmente, ici, vous avez une nouvelle chute du rachat d'actions. Et là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, vu qu'on est sur des prix extrêmement bas par rapport à son historique de prix, la société n'a jamais autant racheté ses actions. Ici, vous avez un aperçu des marges. C'est une société qui marge extrêmement bien. Donc on est sur des marges brutes qui sont aux alentours des 59% aujourd'hui, avec une marge nette à 17%. Ici, vous avez des chutes de marge. Ne restez pas passif. Quand vous voyez ce genre de choses, essayez de comprendre ce qui s'est passé. Retournez sur les rapports annuels qui sont concernés sur ces années-là et essayez d'extirper les informations. Comprendre ce qui se passe exactement. Je vais vous expliquer ces deux points-là dans la vidéo. Pourquoi il y a eu des baisses de marge aussi significatives d'un point à l'autre. Avant de reprendre la vidéo, je vous invite à liker, c'est très important, et même à partager cette vidéo. C'est vraiment très important pour moi et vous n'imaginez pas à quel point ça peut m'aider. Ma chaîne est très peu connue, elle est très petite. Je n'ai aujourd'hui absolument rien à vous vendre. Donc tout ce que je fais là, c'est un travail que je fais à la base pour moi et que je décide de vous partager pour vous en faire tout simplement profiter. C'est une valeur inestimable, hein. Tout ce que je vous partage là, ce sont de nombreuses heures de travail. Et donc si vous voulez trouver un moyen de me remercier, c'est en lâchant un petit like, ou en commentaire aussi, et en partageant cette vidéo. Je vous remercie pour ça. Alors, je ne me suis pas arrêté sur les rémunérations en actions. On est sur une rémunération en actions qui avoisine les 90 millions de dollars, ce qui correspond à environ 5% du résultat net, ce qui est vraiment très raisonnable. Donc, rien à dire là-dessus. La dette, qui est la courbe en bleu ici, avoisine 1 an de bénéfices nets et on peut voir que les liquidités suivent à peu près la dette. Et j'ajoute en plus de cela que cette dette n'est en réalité pas une dette. Donc, vous pouvez voir ici aux alentours de 2018-2019 qu'il y a eu une explosion de la dette brutale. Quand vous analysez les entreprises, les sociétés, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver, ce pattern-là, cette explosion de la dette entre 2018 et 2019. Ceci est dû au fait qu'il y a eu un changement au niveau des normes comptables. Et ces changements imposent justement d'inclure les contrats de location longue durée dans le bilan comptable. Donc par exemple, si une société s'engage sur une location de 10 ans, alors il va y avoir une valeur totale de la location qui apparaîtra dans le passif. Et il y aura en plus de ça, en compensation, une ligne qui apparaîtra dans les actifs sous forme de droit de location, droit d'occupation. C'est un équilibre qui est fait entre dette et bilan, mais toutefois, cette dette-là apparaît dans le bilan. Ça n'en est pas une. On pourrait dire en tout cas que c'est un risque qui est bien moindre aux potentielles obligations qu'il pourrait y avoir émises auprès de particuliers ou de banques. Et donc, en réalité, cette société n'a aucune dette ou presque aucune dette. À noter toutefois que cette courbe-là continuera de croître, tout simplement parce que la société continue de louer et d'ouvrir des magasins à travers le monde entier. Donc encore une fois, ici ce sont des locations. La société ne possède presque aucun de ses points de vente. Ce sont que des contrats de location ou presque. Donc c'est une stratégie très courante, hein. Ici au niveau du ROCE, on est sur des ROCE qui sont vraiment excellents, entre 40 et 46% sur les dernières années, avec une très forte baisse ici en 2020 qu'on va encore une fois expliquer. Et au niveau des rachats d'actions, on peut voir qu'elle a racheté environ 15% de ses actions sur 10 ans, ce qui est très faible. Mais nous ne pouvons pas lui en vouloir, tout simplement parce que le cours se négocie encore une fois à des prix absolument exorbitant. Il valait même mieux qu'elle garde son cash en interne, parce que pour moi, racheter ces actions-là à un prix équivalent à un PER de 70, ça aurait été du gaspillage d'argent. On se note toutefois que les rachats d'actions sur la dernière année sont vraiment absolument colossaux. On passe maintenant à l'explication de ces points que je vous ai évoqués. Donc la baisse des marges nettes aux alentours de 2022 et la baisse des marges nettes aux alentours de 2017-2018. On commence tout d'abord par expliquer cette chute de marge-là, et elle est tout simplement due à un effet exceptionnel associé à la TCJA, donc la Tax Cut and Job Act, adoptée fin 2017 sous le premier mandat de Donald Trump. Donc cette réforme a eu pour effet de réduire drastiquement les impôts, mais il y a eu une contrepartie. Et cette contrepartie-là, c'est une One-Time Transition Tax
qui a été imposée. Et cette taxe concernait les bénéfices à l'étranger, non rapatriés et accumulés, jusqu'en 2017. Et vu que la société avait énormément de bénéfices non rapatriés, elle a dû payer un montant significatif au niveau de cette taxe. Et donc cette chute de marge n'est absolument pas à imputer à une mauvaise gestion d'entreprise. Donc là-dessus, RAS, on peut passer à la suivante. La seconde est déjà beaucoup plus problématique. Donc en 2020, Lululemon rachète une startup qui s'appelle Mirror et qui produit des miroirs connectés, donc à accrocher chez soi, et qui fait office en gros d'écran interactif. Et donc ceci aurait permis à Lululemon de faire suivre des cours de yoga, des cours de je ne sais quoi, de HIIT, etc. Et de faire en plus de ça la promotion de ses produits en faisant suivre ses cours. L'erreur de Lululemon, ça a été de croire que cette tendance du sport à la maison perdurerait après la crise du Covid, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Donc ces miroirs-là coûtaient 1 500 $ unité, il fallait en plus de ça souscrire un abonnement de 40 $ par mois. À la suite de ça, il y a eu des réouvertures de salles de sport. Je sais même pas s'ils les ont fermées d'ailleurs aux États-Unis. Peut-être pas dans tous les États. Mais enfin bref, le sport à la maison, ça n'a pas duré très longtemps. Et donc ça a été un flop monumental. Le rachat de cette startup a coûté 500 millions de $ à Lululemon. Donc ce rachat a été fait en 2020. Là, vous voyez en 2020, vous voyez que le ROCE, donc le Return on Capital Employed, a été drastiquement plus faible en 2020, tout simplement parce qu'il y a eu 500 millions de claqués pour racheter cette startup. Donc pourquoi cette chute de marge 2 ans après? C'est tout simplement que la société a acté à ce moment-là une dépréciation du goodwill. Donc quand vous rachetez une société, ce qui se passe, c'est que la société comptabilise dans son bilan un goodwill. Donc c'est une survaleur d'actifs intangibles qui annonce le fait que la société a racheté donc une société avec laquelle elle est censée faire du cash. Et cette société a une certaine valeur intangible à travers la marque, à travers certains secrets de fabrication, à travers certains brevets et à travers aussi quelques actifs tangibles. Et donc en fait, cette chute de marge ici a été tout simplement imputée à une dépréciation du goodwill et à une dépréciation aussi partielle des stocks. Et je vais ajouter ici que la société a un procès aux fesses. Un groupe d'investisseurs a décidé de porter plainte parce que la société Lululemon aurait mis du temps à avouer cette dépréciation des stocks et cette dépréciation du goodwill. Ce qui fait que sur le cours, parce que la société a pris son temps pour acter cette dépréciation, il y a eu une survalorisation ici. Des investisseurs ont racheté la société à ce cours-là et le cours a chuté drastiquement. Et la plainte, elle s'est portée, je crois, aux alentours de... Elle s'est portée dans ces eaux-là. Donc voilà, on a un groupe d'investisseurs qui s'est dit qu'acheter une société à un PER de 50 dans le textile, c'était quelque chose d'intelligent. Et là, du coup, ils sont pas contents, alors ils portent plainte. Je ne veux pas dire, mais je suis d'accord sur le fait qu'ils aient tardé à reconnaître cette dévaluation de la société qu'ils avaient rachetée en 2020. Tout simplement parce que les faibles ventes ou les ventes inexistantes de ces écrans-là, donc de ces miroirs de la société Mirror, auraient pu être observées déjà depuis 2 ans. En revanche, les investisseurs ici sont clairement responsables de leurs pertes parce que là, les cours sont vraiment démentiels. Après, là, ça va être mon opinion. Il ne s'agit que de mon opinion. Je pense que la société ne risque pas grand-chose vis-à-vis de ce procès-là. Et donc l'affaire est toujours en cours et il n'y a apparemment pas eu, pour l'instant, d'audience public et il n'y a eu aucun jugement. Je vous propose maintenant de faire un saut rapidement sur leur site web pour savoir un petit peu, j'estime que c'est important. J'estime que c'est important de s'intéresser un petit peu au site web, aux ventes, aux produits de la société. Ça touche au palpable. C'est toujours bon de savoir dans quoi on se met. Donc voilà, là on est sur Lululemon France. Il y a un partenariat récent qui a été fait avec Lewis Hamilton pour convertir plus de clients au niveau masculin. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, on y reviendra après. Je crois que c'est pas loin de 70% des ventes qui sont faites par les femmes. Ce qui est, on va dire, un petit peu cohérent quand on sait que la marque a surtout un background plus axé historiquement sur le yoga. Donc voilà, directement, dès qu'on arrive sur Lululemon Femmes, on tombe directement sur le premier produit en tête de liste. On va voir les leggings, c'est les top ventes. Et donc voilà ce qui se vend chez les femmes. Et chez les hommes, on va avoir, je suppose, des shorts et des hauts. Ouais, c'est ça. Bon, quand vous regardez les prix, vous voyez très clairement que tout ça, c'est premium. 128 € le pantalon, le legging, 98 €. On est vraiment sur des prix qui sont pas comparables aux concurrents. D'ailleurs, les concurrents, on y passe tout de suite.
Donc il va y avoir du Nike, Under Armour et Adidas. Encore une fois, c'est global. Il va y avoir des concurrents beaucoup plus pertinents, mais beaucoup plus nichés et beaucoup moins imposants et importants que ceux-ci. Mais on va dire très clairement que Lululemon se situe au niveau de ces chiffres d'affaires de marque-là. On est Lululemon, même si vous ne connaissez pas cette marque en tant qu'Européen, vous qui me suivez probablement, on est quand même sur une marque qui a fait ses preuves et qui a même un chiffre d'affaires qui est au-delà de celui d'Adidas par exemple. Et j'ajoute toutefois que la marque opère dans le premium, ce qui n'est absolument pas le cas ici, avec ces trois marques-là. Donc, elle touche potentiellement des clients peut-être un petit peu plus fortunés et des clients qui n'achètent peut-être pas forcément ou pas toujours chez ces marques-là. Alors, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des avantages concurrentiels pertinents pour cette société-là. Et il y en a toutefois. Après, quand on pense avantage concurrentiel, on pense vraiment à quelque chose qui est vraiment dur à défaire et quelque chose de vraiment durable sur le long terme et qui est absolument incontestable. Ici, j'estime que cet avantage concurrentiel-là est incontestable, mais pas partout dans le monde. La société, on va dire, doit encore faire ses preuves en dehors des États-Unis et du Canada. Et donc cet avantage concurrentiel-là, qui me semble être le plus important, c'est une stratégie marketing à travers le développement d'une communauté très soudée et très fidèle à la marque. Donc vraiment une réelle fanbase qui fait d'elle-même la promotion des produits de Lululemon de manière absolument spontanée et avec bonne et grande volonté. J'ajoute en plus de ça que la société a un budget publicité qui est drastiquement inférieur à celui de ses concurrents. Tout simplement parce que pour conquérir le marché canadien et le marché aux États-Unis, Lululemon n'a que très peu sollicité de grosses têtes d'affiche et elle a réussi à faire la promotion de ses produits à travers sa communauté des clients tout simplement lambda qui consomment leurs produits. Je vais ajouter en plus de ça que la société arrive à marger très confortablement, tout simplement parce qu'elle fait 90% de ses ventes en B2C, donc business to consumer, directement vers le client sans passer par des intermédiaires. Ce qui en plus de ça contribue à maîtriser intégralement l'expérience client. Alors on a présenté la société, on a passé en revue les fondamentaux, on a vu les concurrents et on va faire maintenant un balayage rapide du rapport annuel. Une revue des risques et on va voir à la fin si on achète ou pas et à quel prix. Donc c'est ce que je vous disais ici. Alors, il y a 63% des revenus nets de la société qui viennent de ventes associées au public féminin et 24% du public masculin. Bon, ça fait pas 100% et il reste que ça doit être d'autres curiosités. Ils ont aussi parfaitement conscience que la croissance du secteur lié aux ventes masculines est un gros vecteur de croissance. Donc il y a vraiment une stratégie qui sera axée là-dessus sur les prochaines années. Vous avez la répartition des revenus nets en 2023 ici et la répartition des revenus nets de 2024 ici. On peut voir que la part des revenus aux États-Unis diminue tout simplement parce qu'il y a une très forte croissance des revenus en Chine et dans le reste du monde. D'où un intérêt potentiel aujourd'hui vis-à-vis de cette société par rapport à son potentiel de croissance en dehors des États-Unis et du Canada. Donc ça, c'est un terme qui revient régulièrement. Ils visent opérer suivant un omnichannel, donc un omnicanal de vente, ce qui permettrait de mettre en commun les stocks et d'avoir des produits disponibles en tout temps et en toute heure pour n'importe quel client et à travers n'importe quelle boutique. Ici en 2023, aux Amériques, incluant États-Unis, Canada et aussi l'Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. En 2023, on avait une croissance de 12%. En 2024, on avait une croissance de 4%. Il y a un ralentissement clair de la croissance. Ce n'est pas lié seulement à cette société, mais même au secteur, je dirais. Vous avez une croissance des ventes en Chine de 67% en 2023 et de 41% en 2024. Encore une fois, une décroissance de la croissance. Mais ici, cette croissance à observer est complètement démentielle. J'ai observé en plus de cela sur leur dernier rapport trimestriel que la croissance avait encore une fois ralenti. Donc prenez garde. Je ne garantis pas au niveau de la valorisation du titre. Peut-être qu'il sera proposé, on verra ça à la fin de cette vidéo, peut-être que le titre pourrait être proposé à des cours un peu plus bas. Tout simplement parce que le secteur ralentit temporairement sur l'année 2025, voire peut-être 2026. Et on a encore une fois une croissance, donc ils appellent ça sur le reste du monde, qui est significative de 42% en 2023 et de 27% en 2024. Vous avez ici une liste de tous les points de vente ouverts à travers le monde et son évolution de 2024 à 2025. Je vous laisse regarder ici, je ne commande pas plus que ça, c'est de l'information que je vous donne. Et la suite du tableau est ici. J'ajoute que la société délivre des licences d'exploitation. Vous avez le résumé ici du nombre de magasins qui sont sous couvert de licences d'exploitation. Petite remarque ici sur le Mexique. 15 points de vente étaient ouverts au Mexique. En 2025, 0 sous licence d'exploitation. Tout simplement parce que la société a décidé de racheter les licences d'exploitation détenues par un
un gérant au Mexique, tout simplement parce qu'elle croit dur comme fer à la croissance des bénéfices et elle voudrait tout simplement toucher des revenus nets de la part de ses points de vente plutôt que de toucher des royalties. Donc je pense que la société décide de délivrer des licences d'exploitation tout simplement parce que ça lui permet de laisser des particuliers prendre des risques à sa place afin de tester le potentiel d'un marché et ensuite potentiellement de reprendre la main pour pouvoir toucher le pactole. Au niveau de la fabrication, alors sauf erreur de ma part, Lululemon ne possède aucune usine. Elle sous-traite la fabrication. Donc là, c'est ce qu'on voit ici sur ce paragraphe-là. Je vous laisse le lire en détail si jamais vous le souhaitez. Donc, ils collaborent avec 52 fabricants et 5 d'entre eux fabriquent 49% de leurs produits, avec le plus important qui produit environ 15% de la totalité de leurs articles. Donc moi, pour ma part, et là ça me regarde, j'ai le sentiment que le risque est toutefois assez dilué. Là, c'est tout simplement ma propre appréciation de la chose. J'estime que la société ne doit pas trop se concentrer pour éviter une rupture de la chaîne de production si toutefois un de ses fournisseurs a un problème, un accident. Et en plus de ça, elle se doit d'éviter de trop se diversifier afin de garder une gestion de la chose simplifiée. Donc 40% de leurs produits sont fabriqués au Vietnam. En revanche, 35% des matières, donc des matières premières, viennent de Taïwan et 28% de Chine. C'est important de faire la distinction ici, tout simplement parce que les droits de douane ne sont pas différents. Vu que les produits subissent une transformation significative au Vietnam, alors les droits de douane aux États-Unis sont différents que si les produits avaient été transformés en Chine. En l'occurrence, avant que Trump s'amuse un petit peu avec les droits de douane, je crois de mémoire que le Vietnam n'était quasiment pas soumis aux droits de douane. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, on y reviendra juste après. À noter toutefois que vu que la société ne possède aucune usine et fait sous-traiter, ça lui donne une certaine marge de manœuvre et une certaine flexibilité pour s'adapter au changement des droits de douane si jamais c'est nécessaire et faisable et que ça pourrait éventuellement améliorer ses marges. Cependant, je pense que Lululemon gardera son activité au Vietnam parce que, sauf erreur de ma part, au début du mois de juillet, il me semble que les négociations ont débouché sur seulement 20% de droits de douane au Vietnam contre les 46% précédemment annoncés. Donc l'impact reste toutefois modéré sur le prix du produit final. Ça impactera de manière certaine les marges de Lululemon ou bien les ventes de Lululemon, mais je tiens à souligner ici, ça reste toutefois acceptable. Surtout quand on sait qu'elle a explosé au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires à l'étranger. Alors au niveau des risques, on a vu les droits de douane à l'instant. Je ne vous fais pas l'affront de vous parler de la compétition, c'est quelque chose qui pour moi fait partie intégrante de l'économie, c'est un risque, c'en est un, c'est comme ça. La société est hautement dépendante de la perception de sa marque et de la perception de la qualité de ses produits par le consommateur. Bref, pour moi, le risque principal ici, c'est que selon moi, l'entreprise a conscience que la croissance de la société dépend aujourd'hui, au jour où je vous parle, de sa croissance à l'étranger, d'une part, et d'une seconde part, de sa capacité à conquérir le public masculin. Ce qu'il faut savoir réellement, c'est que Lululemon, en opérant au Canada et aux États-Unis, a opéré une stratégie marketing qui peut potentiellement ne pas être aussi bien reproductible à l'étranger. Ça, il faut en prendre conscience. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lululemon aux États-Unis et au Canada, de mémoire, d'après ce que j'avais vu, organisait des cours de yoga directement dans ses points de vente, où ensuite elle en profitait pour faire vendre et parler de sa marque, donc faire vendre ses produits directement aux personnes qui ont assisté au cours de yoga et j'en passe. Peut-être que ces choses-là ne sont pas forcément aussi facilement opérables dans les pays étrangers. Attention, là, toutefois, commencer à faire ses preuves et de belles preuves en Chine. Et donc, la croissance en Chine sera à surveiller. Il en est de même, encore une fois, de la croissance des ventes auprès du public masculin. Encore une fois, je ne vous fais pas l'affront de vous parler de la cybersécurité. C'est une société qui détient des informations de paiement, etc. Je ne vous parle pas de la variation du prix de ses matières premières. C'est du bruit pour moi. Sur le long terme, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Il y a toutefois un risque associé aux contrefaçons. C'est une société qui doit lutter parce que ses produits sont extrêmement contrefaits. Il y a même des hashtags qui circulent sur les réseaux pour annoncer les contrefaçons qui pourraient réellement s'approcher de la marque, ou du moins de la qualité des produits de Lululemon sans délivrer la marque. La société détient également un système anti-prise de contrôle qui empêchera les acquisitions sauvages, ce qui est un risque entre guillemets pour l'investisseur. Parce que si, par exemple, un gros fonds d'investissement venait à arriver pour prendre une part majoritaire et proposer un prix de rachat intéressant à l'investisseur particulier, ça ne serait pas possible, tout simplement parce qu'il y a une couverture. Je ne réexplique pas les modalités de cette astuce anti-prise de contrôle. On l'a déjà détaillé dans une société, dans l'analyse de la société qui s'appelle MedPace. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça
ça vous intéresse. Je fais un petit arrêt ici au stand, tout simplement pour souligner qu'il y avait à la base un accord qui avait été établi entre Lululemon, les États-Unis et le Canada. Donc cet accord-là était en place jusqu'en 2020, il a expiré. Aujourd'hui, les négociations sont toujours en cours. Il s'agit tout simplement d'un accord qui permettrait de bénéficier à Lululemon sur certaines taxes et certaines répartitions des bénéfices. C'est un montage. Bon, je vous laisse lire tout ce pavé si ça vous intéresse. Je ne rentre pas dans le détail ici. Je me suis noté que je trouvais toutefois le ton relativement positif à travers ce rapport annuel. Ce n'est absolument pas bon signe, c'est pas non plus mauvais signe, mais on a déjà lu des rapports qui prenaient beaucoup plus de pincettes. Et vous avez ici l'évolution des revenus entre 2023 et 2024, donc c'est un condensé des informations que je vous ai présentées. Je vous laisse lire tout ça si toutefois ça vous intéresse. Alors là, je défile. Tout ça, moi, j'ai bien évidemment déjà lu de mon côté. Comprenez bien que les rapports sont extrêmement fournis. Vous avez les détails des marges par secteur et par pays. On observe que la société marge drastiquement plus en Chine. Au niveau du bilan, je n'ai rien de réellement choquant. Donc, il y a une réaugmentation du goodwill, tout simplement parce que la société, comme je vous l'ai dit, a racheté les activités au Mexique. C'est important de contraster avec les revenus de 2023. Là, prenez bien conscience de ça. Les revenus entre janvier 2023 et janvier 2024, prenez bien conscience de l'évolution et du ralentissement de cette croissance. Le boom est absolument démentiel ici. Il faut prendre des pincettes et garder la tête froide. Je vous ai présenté moi des fondamentaux avec des courbes qui s'étalaient sur 10 ans en arrière. Il faut prendre conscience que le secteur ralentit sur les 1 à 2 prochaines années, probablement. Ça prendra un certain temps avant que le secteur se relance. Alors au niveau du cash flow, je vous laisse dire mes remarques, mais je m'arrête pas dessus. J'ai rien vu de réellement choquant. Si, prenez bien conscience quand même de la forte croissance des rachats d'actions ici. 1,6 milliard, c'est pas n'importe quoi. En gros, la société a racheté sur un an glissant 5,6% de sa société. En gros, 5,6% de la totalité des actions émises. Ce qui mécaniquement donc fait exploser le BPA, le bénéfice par action. Alors, je n'ai rien d'autre à dire, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vais vous donner ma conclusion. Alors, Lululemon se positionne en tant que leader sur le segment du premium au niveau de ce qu'ils appellent de l'athleisure, donc un mélange entre le vêtement sportif et la mode. Au niveau de ses fondamentaux, cette entreprise se distingue par une croissance démesurée de son chiffre d'affaires. C'est vraiment le point marquant, la croissance de son chiffre d'affaires. Pour moi, cette société peut être rachetée à un prix élevé si elle parvient à conserver la croissance de son chiffre d'affaires et qu'elle parvient à reproduire ce qu'elle a magnifiquement réussi à faire au Canada et aux États-Unis. Ça, il faut qu'elle puisse le reproduire dans le monde entier, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Donc il y a quand même des chiffres à surveiller de trimestre en trimestre. Quand vous surveillez les chiffres de la société de trimestre en trimestre, mettez toujours en parallèle l'état du secteur actuel et le contexte économique. Donc, elle a commencé son expansion à l'étranger avec un certain succès en Chine déjà, et c'est un bon signe. Et encore une fois, il faut surveiller les ventes auprès du public masculin. Donc 2 choses à surveiller. La croissance de son chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et en Chine, et la croissance des ventes auprès de son public masculin. Alors j'ai pas pris le temps de le détailler ici, mais je pense que c'est important pour la comparaison. Donc Lululemon, c'est 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Adidas, c'est 10 milliards. Et Nike, c'est 46 milliards. Ça vous permet de positionner un petit peu la marque. C'est toujours bon d'avoir ces ordres de grandeur-là. Ça nous permet tout simplement d'estimer la potentielle croissance à venir. Attention, Lululemon a une très forte diversité de produits. Donc très clairement, Lululemon fait déjà partie des grands. Il faut que vous puissiez juger de votre côté de si la croissance est déjà, le plus gros de la croissance, j'entends, est déjà passée ou si elle est à venir. Pour ma part, je pense que le public chinois peut être quand même un sacré potentiel. Mais ça ne regarde que moi. Et d'après quelques sources, aujourd'hui, le segment du premium de la branche fitness s'avoisinerait aux alentours de 100 milliards de dollars, avec une certaine croissance aussi, bien sûr, au fil des ans. Ce qui laisserait à supposer une certaine marge de manœuvre à Lululemon pour croître. Point de surveillance encore une fois, un ralentissement de ce secteur-là au niveau de sa croissance pour 2025 et 2026. Donc restez patient si toutefois vous placez quelques sous sur ce titre-là. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou pas? Alors pour moi, la plus grosse zone d'incertitude est passée, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une certaine conclusion sur les droits de douane du Vietnam. Donc pour rappel, Lululemon fabrique de mémoire 40% de ses produits au Vietnam et le Vietnam sera soumis à des droits de douane de 20%, ce qui reste relativement acceptable par rapport à ce qui était annoncé. L'entreprise est aujourd'hui proposée un PER qui avoisine les 16, sur la base d'une croissance du chiffre d'affaires de 10% et une croissance de son bénéfice net récent de 7% seulement. Donc moi, j'aurais tendance à dire que la société doit faire croître son bénéfice net ou son bénéfice par action de 16% par an pour un PER de 16.
Ce sont des ordres de grandeur qu'il faut généralement avoir en tête. Donc aujourd'hui, si on se cale sur les croissances effectives de l'entreprise est trop chère. Cependant, elle a historiquement une croissance qui est bien plus élevée que cela. Si on prend en compte le fait que le secteur ralentit pour tout le monde, alors à ce moment-là, l'entreprise peut potentiellement être proposée à un prix relativement intéressant. Je dis relativement parce que pour moi, ça reste quand même moyen. Même si c'est un plus bas historique depuis déjà 10 ans, je prends des pincettes. Je pense pour ma part que je commencerai à sérieusement à m'intéresser à l'achat de ce titre-là si le PER avoisine les 12. Ce qui commence là vraiment, réellement à être selon moi très intéressant. Encore une fois, en tant qu'investisseur particulier, je cherche à avoir des rendements qui sont importants et qui vont au-delà des indices. Autrement, je ne me fatiguerai pas à faire tout le travail que je vous présente ici. J'investirai en ETF et je ne me prendrai pas la tête. Mais pour moi, avec ce prix-là, j'estime que placer son argent sur cette société comporte un risque qui est toutefois bien présent. J'ajoute que moi, personnellement, et là ça ne regarde que moi, j'aurais bien plus de conviction à placer mon argent sur Deckers Outdoor, qui est une société que j'ai déjà analysée, donc je vous mets le lien peut-être ici ou quelque part dans la vidéo. Je vous invite à voir cette vidéo-là qui est, je pense, une analyse plutôt complète, encore une fois. Je fais une rapide parenthèse avant de conclure sur la fin de cette vidéo, parce que là, on a absolument passé la conclusion. Il y a quelque chose que j'aime bien faire quand il s'agit de traiter d'une marque et de parler d'une marque. C'est une astuce que je vais vous donner. Donc, c'est tout simplement aller sur Google Trends. Vous tapez le nom de votre marque. Donc ici, hop, Lululemon. Donc Google Trends, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement, ça vous donne les résultats des recherches les plus courantes sur Google. Ici, Lululemon, on place ça dans tous les pays. On place sur un horizon de, allez, disons, les 5 dernières années, en toute catégorie. Et puis là, on voit que les recherches vis-à-vis de la marque sont en constante croissance. Donc l'échelle sur l'axe des ordonnées, donc de 0 à 100, 100 étant le maximum du nombre de recherches jamais atteint. Et donc très clairement, sur les 5 dernières années, on voit que ça croît. Donc que potentiellement, de plus en plus de personnes à travers le monde s'intéressent à la société. Vous avez une cartographie ici. Je vous souligne toutefois que bien sûr, Google n'est pas utilisable en Chine, donc que la croissance de ces résultats-là ne reflète pas la réelle croissance parce que la Chine n'est pas représentée à travers cette courbe-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore une fois reproductible à travers toutes les marques. On peut par exemple saisir Nike et on voit que, allez, sur les 5 dernières années, c'est pas très visible. Mais si je prends de 2004 à ce jour, on voit que Nike a une très belle croissance, mais qu'aujourd'hui, ça commence à être en déclin. On voit qu'il y a quand même eu une perte d'engouement de la part de son public depuis les 3-4 dernières années. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à la partager. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de faire ces analyses-là. C'est un très gros travail et c'est aussi une très grosse valeur ajoutée pour vous. C'est un complément, encore une fois, de l'analyse que vous devez faire de votre côté. J'espère vous avoir apporté énormément de valeur et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!